Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui concerne donc la sociologie des organisations. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de management selon Fayol. Alors, voyons un peu ce que c'est que ce management suivant Fayol. Alors, Fayol est un ingénieur français du début du XXe siècle, donc qui a écrit un bouquin dans les années 20 pour définir un peu le management à cette époque-là. Donc il faut mettre ça dans un contexte qui est celui des années 20. Donc cette vidéo a pour objet donc de donner des principes du fayolisme et on va comme objectif également essayer de l'adapter au management contemporain, c'est-à-dire qu'on va faire des liaisons entre ce que Fayol décrivait, parce que bon, ils ont des principes et des valeurs qui ont évolué dans le temps et donc le vocabulaire n'est plus forcément adapté. Alors les notions dictées par Fayol correspondent à une époque d'une culture industrielle très différente de la nôtre, puisqu'en fait on est au début du XXe siècle, et donc en fait c'est la culture industrielle naissante, hein, avec des applications ou des essais en fait de management, de structuration d'entreprises, etc. Donc c'est une époque en pleine ébullition, si vous voulez. Alors pourquoi alors on va s'en préoccuper? Parce que en fait on peut se poser la question, hein, étant donné que là c'est une époque qui ne correspond pas, c'est une époque qui est en pleine ébullition. Et pourquoi on s'en préoccupe aujourd'hui? Tout simplement parce que Fayol a édicté des principes qui sont toujours valables aujourd'hui, un peu comme Taylor. D'ailleurs il y a un rapprochement entre Taylor et Fayol qu'on découvrira un peu plus loin dans la présentation. Alors justement, donc l'influence du Taylorisme, parce que Taylor a commencé à travailler un peu avant Fayol, et on va voir pourquoi. Donc Taylor, donc juste pour rappeler un peu qui était Taylor, il publie un bouquin qui a fait vraiment un gros boom à cette époque-là. Donc pour vous donner une idée, la traversée de l'Atlantique se faisait en paquebot et ça mettait 3 semaines. Son bouquin a mis pratiquement un mois pour arriver en France et faire des émules en France. Donc c'est pour vous dire l'impact qu'a eu ce livre sur le monde industriel de l'époque. Et donc il publie ce bouquin, L'organisation scientifique du travail, puisque à l'époque on est dans une époque où on pense que tout est scientifique et qu'on peut tout expliquer par la science. D'où également l'organisation dans le travail. Alors il va lui dicter aussi des principes de travail qu'il a déduits par son observation. Donc il déduit déjà la flânerie systématique, c'est-à-dire qu'il dit que l'être humain a plutôt tendance à se laisser aller, on va dire ça comme ça. Donc lui il a appelé ça la flânerie systématique. Et donc il a mis en place le chronométrage, c'est-à-dire qu'il s'est dit, en fait, on est limité par le temps de travail, donc chaque salarié a une durée de travail fixe, et donc on va voir ce qui se passe, on va observer ce qui se passe pendant ce temps limité. Donc il a mis en place le chronométrage. Il a mis en place aussi la sélection de l'ouvrier. Alors évidemment, à l'époque, on n'avait pas les machines qu'on a aujourd'hui. Et donc, par exemple, la force musculaire intervenait parfois pour le déplacement d'objets ou la mise en place de pièces, par exemple, sur des machines. La dextérité aussi intervenait et la perspicacité, évidemment, des salariés. Et donc, ces trois principes d'observation qu'il a pu noter, remarquer, il a créé en fait, on va dire, une fonction nouvelle qui est la maîtrise, hein, donc le contremaître si vous préférez. Et donc lui, il était chargé en fait, alors de ce qu'il a appelé préparer le travail, c'est-à-dire qu'il organisait le travail pour qu'il n'ait pas de flânerie systématique, pour qu'il y ait un chronométrage précis, c'est-à-dire qu'on sache exactement ce qu'on fait dans la durée du temps imparti pour faire le travail, et en même temps, il participait à la sélection de l'ouvrier. Donc là, il ne s'agissait pas d'avoir des ressources humaines ou des choses comme ça. Donc c'était directement le contremaître qui, avec des critères qui étaient définis au départ, choisissait un petit peu l'ouvrier l'ouvrier par rapport au poste dans lequel il devait être occupé. Donc Taylor a structuré donc l'exécution des tâches, ce qui a permis. Alors là, c'est ça la révolution de Taylor en fait. Hein. Donc là, je vous décris
l'organisation sur laquelle le plus souvent on met le doigt. Mais en fait, le plus important pour les investisseurs, c'était simplement qu'on avait un temps précis et qu'on pouvait prévoir. C'est-à-dire qu'on pouvait savoir, quand on avait fait le décompte de toutes les heures qu'on avait travaillé sur un produit, une locomotive, une machine, enfin peu importe, d'abord on était capable de déterminer un prix de revient, on savait combien ça nous avait coûté, et on était capable, à partir de ces prix de revient, donc on a en fait ce qu'on dirait aujourd'hui capitaliser le savoir, on était capable de faire des devis, c'est-à-dire de se projeter dans l'avenir. Et donc ça a créé quand même quelque chose d'assez impactant dans le monde industriel et dans le monde financier. C'est-à-dire que ça permettait aussi de donner confiance aux investisseurs qui mettaient beaucoup d'argent dans toutes ces nouvelles technologies du début du XXe siècle. Et donc, l'évolution qui s'est passée, c'est que on a commencé à structurer. Donc là, je vous ai mis une photo à gauche. Alors, je vais vous l'indiquer. Voilà. Ici, avec une petite flèche. Voilà. Donc, cette photo-là, en fait, elle représente le travail qui était fait fin du 19e, début du 20e. C'est-à-dire que chaque ouvrier avait sa façon de travailler, et puis l'ouvrier d'à côté, il observait ce que l'autre avait fait, et donc si c'était plus pratique de travailler couché, comme on le voit sur la photo, eh bien les autres construisaient un banc à partir de planches, etc., et faisaient leur propre outillage, si je puis dire, pour pouvoir travailler. Bon, là, on voit aussi qu'il y a des enfants qui travaillent, et ça, c'est aussi pour vous donner le contexte dans lequel on pense et on agit là-dedans. Donc, à cette époque-là, évidemment, des enfants qui travaillent, ça ne choque absolument personne. Hein. Alors, cette évolution au cours du temps a fait qu'on a augmenté les volumes, et pour augmenter les volumes, et en utilisant en fait les observations et les métriques reprises par Taylor, qui ont été inscrites, hein, on a simplement commencé à écrire tout ça sur des documents, eh bien, on a eu une évolution administrative et on peut le dire même une évolution bureaucratique. Et donc, c'est le début des fameuses données techniques, donc avec les nomenclatures, les gammes opératoires, les fiches suiveuses, etc., etc. Enfin, tous les documents qui pourraient intervenir aujourd'hui dans la gestion industrielle. Alors, maintenant, voyons un peu l'organisation de l'entreprise suivant Fayol. Alors, Fayol décrit, lui, des fonctions précises dans une industrie. Donc, la première fonction, pour lui, d'une entreprise, c'est une fonction technique. Donc, on est dans l'industrie, hein, évidemment, attention. Hein. Donc, fonction technique. Quoique, on peut faire un parallèle avec les sociétés de services. Donc là, ça va concerner tout ce qui concerne donc la production, la fabrication et plus généralement la transformation de la matière première en produit fini ou semi-fini. Donc ça, c'est vraiment pour lui l'aspect technique des choses. L'aspect commercial, c'est tout ce qui va concerner les échanges avec l'extérieur. Donc achat, vente et tous les échanges qu'il pourrait y avoir par exemple, alors achat-vente, mais aussi achat matériel pour entretenir, investissement, etc. Une partie financière où là, pour lui, c'est important de savoir qu'il y a des investisseurs, des gens qui mettent de l'argent. Alors un investisseur, le principe, c'est qu'il met un risque, c'est-à-dire que quand il met de l'argent dans une entreprise, il prend un risque. Il prend le risque de perdre l'investissement qu'il a fait dans cette entreprise. Donc vous comprenez un peu pourquoi maintenant Taylor a eu un impact aussi important. Alors la sécurité pour Fayol, cela concerne la protection des biens et des personnes. C'est-à-dire il faut que les personnes puissent travailler dans des conditions respectables, qui respectent la sécurité des personnes, parce que pour lui ça concerne un investissement. On va voir pourquoi. Et bon, les biens, là, vous avez compris qu'évidemment, il ne s'agit pas de détériorer les biens, puisque c'est aussi un investissement. Alors, petite remarque quand même concernant l'investissement, c'est aujourd'hui un peu ce qu'on a perdu de vue, puisque en fait, tous les patrons se plaignent en fait des coûts par rapport aux individus, et ne concernent plus les individus comme des investissements. C'est-à-dire que, en fait, une personne que vous employez,
Si vous lui faites faire juste un travail basique, hein, le bullshit comme on appelle ça aujourd'hui, eh bien c'est évidemment là de l'argent perdu. En fait, il faut investir dans la personne et c'est pour ça qu'il faut former les gens pour qu'ils montent en compétences et pour que l'entreprise soit de plus en plus performante. Je referme la parenthèse concernant ce point-là. Alors, une fonction de comptabilité, donc là, qui va structurer d'un point de vue financier. Encore une fois, ici, c'est pour rassurer les investisseurs. Donc là, on va dire en inventaire, c'est-à-dire le capital qui est immobilisé. On va faire un bilan, évidemment. Donc on va dire, tiens, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu. Donc les prix de revient, ça, je l'ai décrit un petit peu auparavant avec Taylor. Des statistiques, donc savoir combien on a vendu de tel produit plutôt que tel autre, etc. Donc à cette époque-là, on fait des statistiques relativement simples, mais efficaces. C'est-à-dire qu'on sait exactement où on va. Hein. C'est pour donner une ligne directrice. C'est pour aider en fait les investisseurs à prendre des décisions. Et donc une fonction administrative qu'on appellerait aujourd'hui le management, si vous voulez. C'est-à-dire administrative, c'est administrer en fait un peu tout ça, un peu toutes ces fonctions ensemble. Donc c'est prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Ça, c'est des fonctions de management, si on peut dire, qu'on va développer un petit peu dans cette présentation. Alors, pour revenir un peu sur les fonctions, donc, et faire un parallèle avec ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un système d'information donc, qui est basé principalement sur de l'informatique, et on va retrouver en fait toutes ces fonctions, donc techniques, commerciales, financières, sécurité, comptabilité, et administratif que j'ai mis dans une autre couleur parce qu'on va voir que ça regroupe un peu l'ensemble. Donc tout ça est relié dans le système d'information donc, et échange des données les unes avec les autres. Je parle d'aujourd'hui, encore une fois. Et donc ce sont les fameuses données numériques, mais qui sont aussi des données techniques. Enfin, en ce qui nous concerne, pour la partie industrielle, et puis la partie investissement, donc comptabilité notamment, commerciale et financière. Là, ce sont des métriques aussi qui sont importantes et qui sont en parallèle avec l'aspect technique. Hein. On ne fait pas de technique sans qu'il y ait une contrepartie financière. Et donc cette partie administrative qui est un peu à part, puisque en fait, il n'y a pas vraiment une métrique pour contrôler ou pour mesurer en fait. Et donc on va pouvoir ainsi regrouper l'aspect commercial, financier et comptable, disons sous un même pôle, où on aura donc ces fameuses données en fonction de l'argent, on va dire grosso modo. Okay, et le reste, donc la sécurité, la technique et le management, peut être regroupé à peu près sur la même base. Alors, j'ai mis donc le lien, vous voyez, dans une couleur violette, tout simplement parce que la partie administrative ici, donc celle-ci, là, voilà, elle va aussi intervenir, donc c'est pour ça que j'ai mis cette couleur-là, voilà, ici. Elle va aussi intervenir dans la partie commerciale, financière et comptable, mais en ce qui nous concerne, ça ne nous intéresse pas principalement, puisque ce n'est pas l'objet en fait, de la chaîne YouTube que j'ai développée ici. Voilà. Alors ici, on va retrouver donc l'importance du management. Donc ici, j'ai resynthétisé ce que j'ai fait précédemment en expliquant donc en fait les échanges qu'il va y avoir entre le management et les autres fonctions. Avec donc le développement de cette fonction administrative, donc qui est du management, et donc Fayol dit d'abord la première fonction pour un manager, c'est cette capacité de prévoir, c'est-à-dire d'anticiper les événements en se servant de son expérience, c'est-à-dire tout ce qu'on va capitaliser en fait comme expérience, comme événement qu'on pourra définir, eh bien ça va nous servir pour éventuellement se projeter dans l'avenir. Donc c'est un peu le principe de Taylor qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut quand même aussi mesurer et il faut écrire, il faut le transcrire sur des documents. Donc ça, c'est une fonction et un réflexe que doit avoir un manager. Organiser, donc c'est la capacité à imbriquer les fonctions dans un processus pour atteindre un objectif précis. C'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de patchwork comme ça de fonctions différentes
Et la capacité du manager, c'est de distinguer quelle est l'importance par rapport à son poste, évidemment, qu'il occupe, et de donner, par exemple, déjà une hiérarchie dans les différentes fonctions, ce qui va lui permettre de s'organiser dans le temps et de mettre des hiérarchies, en fait, dans les actions qu'il doit mener par rapport à ses collaborateurs ou les tâches de ses collaborateurs, c'est-à-dire il doit savoir quand il va faire comment dirais-je, son tableau de bord, bah, il va mettre ses propres indicateurs et il veut savoir ce que font les gens qui travaillent avec lui. Ça va. Donc c'est un peu ça qu'on cherche à faire ici. Alors commander, bah, c'est simplement faire un peu la suite de l'organisation, c'est-à-dire une fois qu'on a organisé, qu'on a structuré en fait sans penser et qu'on sait exactement ce qu'on va demander aux collaborateurs, eh bien on va donner donc des directions, des directives, des consignes, appelez ça comme vous voulez, aux différentes personnes avec qui vous travaillez et éventuellement même avec des services complémentaires, comme si vous êtes responsable de production, vous allez donner des indications, par exemple, au service maintenance, ou au service livraison, enfin peu importe. Alors, coordonner, justement, c'est la suite, c'est ce que je viens de dire un peu, c'est d'avoir cette capacité à, comment dirais-je, à occuper le terrain de manière à ce que les éléments qui interagissent avec ce qu'on doit faire fonctionne également. C'est-à-dire que des fois, c'est pas sous notre responsabilité. Donc là, ça développe aussi... donc là, lui, il n'a pas été aussi loin que ça, mais en fait, il y a une capacité de négociation. Quand il dit capacité à fédérer les ressources dans le sens souhaité, ça veut dire qu'il faut négocier. Hein, la plupart du temps, vous n'êtes pas omnipotent dans l'entreprise et vous dépendez du service maintenance, du service livraison, du service logistique ou même du service financier, commercial, etc. Donc il faut avoir cette capacité de négociation et lui, c'est ce qu'il appelle coordonner. Et en fait, donc la dernière fonction qui est de contrôler. Alors, dans le management, on dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, lui, il ne parle pas de confiance ici. Pour lui, ça n'intervient pas. Enfin, ça intervient, mais de façon indirecte. On développera un petit peu après. Donc, la fonction de contrôle, donc, c'est la capacité à identifier les écarts par rapport aux directives. Hein. C'est ce qu'on fait un peu aujourd'hui encore. Quand on fait un tableau de bord, on regarde les indicateurs et puis on dit « Ah mince, là on est un petit peu hors tolérance, donc là il faut corriger le tir, etc. » Donc on prend des décisions. Donc le contrôle sert à prendre des décisions. Ça va ? Alors c'est pour ça qu'il dit des écarts par rapport aux directives, aux règles, au programme établi et à la discipline générale qui s'y a une organisation. Donc pour lui, une organisation doit avoir une certaine discipline. Aujourd'hui, on dirait une culture d'entreprise. Mais l'esprit est le même. Alors la discipline pour lui, c'est respecter les règles en fait. Ça va ? Donc il y a un respect des règles et ça doit faire partie des valeurs en fait de l'entreprise. Alors l'organisation administrative et la définition ainsi du système bureaucratique. Donc, comme on a vu avec Taylor, en fait, donc il y a ce développement des entreprises qui prennent des tailles extrêmement importantes. À l'époque, quand on dit une taille importante, ça veut dire beaucoup de main-d'œuvre, hein, puisqu'on a très peu d'automatisation. Certes, on a des machines, mais l'automatisation n'est pas présente et donc il y a beaucoup d'interventions humaines, ce qui fait que tout ce que je viens d'énoncer, c'est-à-dire décrire les tâches, les coordonner, les hiérarchiser, mettre des tableaux de bord, etc., et savoir ce que font les salariés avec qui on va travailler, eh bien, évidemment que c'est très important. Alors, ce principe d'ordre et de discipline, pour lui, ça devient une évidence, puisque vous avez un grand nombre de personnes. Alors, si c'est le chaos, si chacun fait, ou l'anarchie plutôt, si chacun fait un petit peu ce qu'il veut, évidemment que là, ça devient très difficile à donner une directive, c'est-à-dire une direction pour atteindre un objectif. Et donc, pour assurer cet ordre et cette discipline, alors, d'une part, ça fait partie des valeurs dans la sélection du personnel,
Mais on va mettre tout ça par écrit, encore une fois. Et donc là, on va se servir du règlement. Alors, le règlement, c'est un terme générique qui va permettre de mettre un petit peu tout ce qui est nécessaire pour maintenir cet ordre et cette discipline. Alors attention, parce que ici, le règlement, il peut y avoir, disons, deux directions. Donc la première concerne en fait un règlement de base qui va rappeler les éléments de principe de manière à ne pas, comment dirais-je, étendre la bureaucratie, si vous voulez. Ça va, donc multiplier les documents. Ça, c'est la première option. La deuxième option va concerner justement l'inverse, c'est-à-dire qu'on va tout mettre dedans. Et c'est ce qu'on a un peu en France. Hein. Si vous prenez le Code du travail français et le Code du travail allemand, par exemple, il y a une différence de 1 à 10 en termes de règlements, si vous voulez, ou de lois qui sont décrites dans les textes. Bref, pour notre ami Fayol, le règlement concerne en fait la capacité à identifier, donc a priori évidemment, toutes les situations où une décision se prend. Ça va ? Si une situation inattendue se présente, l'employé s'adresse au niveau supérieur en mesure de prendre la décision. Alors ça, c'est le salarié qui décide, hein, et donc il dit, ben non, moi là, je peux pas me positionner, donc j'en réfère à mon chef. Ça va ? Donc il ne sait pas si le chef est capable ou pas. Lui, c'est pas son problème. Hop, il renvoie à son chef. Donc il fonctionne à partir de règlements associés à organigramme. Donc c'est ce que je viens de décrire. Voilà, donc là, il ne s'embête pas. Donc il passe la patate chaude au-dessus. Alors, et puis si celui-là, donc si le chef n'arrive pas, il passe la patate chaude à un autre chef, qui passe à un autre chef, etc. Donc on peut avoir comme ça, dans les structures de l'époque, 6-7 niveaux hiérarchiques. Hein, et donc, chaque fois, les gens doivent prendre une décision. C'est un peu ce qu'on retrouve un peu dans l'administration aujourd'hui. Hein. Dans la fonction publique, on retrouve un peu ce système hiérarchique très, très marqué, avec des tâches bien marquées et donc où il y a peu de polyvalence. Donc, les postes de travail sont bien définis et il n'est pas question qu'une personne prenne des décisions là où il n'est pas censé en prendre. Alors, moi, j'ai appelé ça ici donc la négociation et je vous ai relevé simplement pour illustrer mon propos de tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on va coordonner, eh ben, moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait négocier. Et en fait, Fayol en parle dans son bouquin, donc L'administration industrielle et générale de 1917, à la page 30. Donc il dit, dans l'ordre des influences sur la discipline, il faut placer à côté du commandement les conventions. Donc les conventions, ça veut dire des éléments qui ont été négociés, en fait. Ça va ? C'est-à-dire des conventions. Alors, quand on négocie, évidemment, on met ça par écrit, enfin, dans sa façon de travailler. Il importe qu'elle soit claire et donne autant que possible satisfaction aux deux parties. Alors, clair, ça veut dire qu'elle parle aux deux parties. Donc, il ne faut pas utiliser des vocabulaires qu'une des deux parties ne puisse pas comprendre. Hein, c'est ça que ça veut dire aussi. Et de manière à ce que tout le monde soit bien d'accord sur ce qui va être fait. Donc quand lui, il parle d'écrire tout ça, en fait, il dit de l'écrire, certes, mais pas d'écrire n'importe comment. Ça va ? Donc pas de façon autoritaire. Ça va ? Ou péremptoire, si vous préférez. Et donc il conclut en disant, c'est difficile. Ça va ? Parce qu'il faut concilier un peu tout le monde. Donc, même si on a une impression où, à chaque fois, il revient sur les mots ordre et discipline, comme des piliers en fait de la structure d'une entreprise, il conçoit tout à fait que pour que ça fonctionne, il faut quand même négocier. Ça va ? Donc il faut vraiment qu'on ait un peu l'adhésion des personnes avec qui on va travailler, tout au moins en partie. Et je rappelle quand même que c'est fait en 1917, ce qui aujourd'hui parfois manque un peu dans les entreprises. Alors, maintenant qu'on connaît un peu mieux le fayolisme, on peut comparer le fayolisme avec le taylorisme et voir un peu s'il y a des similitudes entre les deux, puisque c'est souvent ce qui est décrit dans beaucoup de publications. Donc, pour Fayol, le travail se prépare par l'intermédiaire du règlement. Pour Taylor, donc les tâches, le recrutement, le chronométrage se trouvent consignés par écrit. Donc là, on peut dire que c'est à peu près pareil. Alors, la hiérarchie apporte la régulation de la mise en œuvre des tâches. Alors, on est dans la bureaucratie avec Fayol, donc la partie administrative, managériale, ok. Dans la partie taylorienne, on est plus sur la fonction
technique, comme on l'a vu, défini par Fayol. Et donc lui, il choisit une maîtrise fonctionnelle, c'est-à-dire un contremaître, qui va charger essentiellement de préparer le travail, c'est-à-dire de réguler un petit peu tout ça. Donc avec la sélection de l'ouvrier, l'affectation des tâches, le chronométrage, etc. Donc on retrouve évidemment un parallélisme assez important. Alors, 2 principes essentiels dans le fayolisme pour appliquer la fonction administrative, et qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Donc pour Fayol, et ça vous le retrouverez pas mal sur le net si vous faites des petites recherches sur Fayol, donc l'autorité qui commande doit toujours être présente ou représentée. Alors ici, il ne s'agit pas de suivre à la trace les salariés, mais simplement l'idée est de toujours rassurer le salarié, c'est-à-dire que le salarié ne doit jamais être en défaut, c'est-à-dire en défaut par rapport à son travail. C'est-à-dire, s'il a un problème, il faut qu'on puisse intervenir pour l'aider. C'est ce qu'on a aujourd'hui pour ceux qui font de la production, par exemple, de l'automobile, avec les systèmes Andon ou le QRQC, par exemple, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a un team leader, donc un contremaître, qu'on pourrait appeler, qui, par un signal lumineux, par exemple, ou sonore, ça dépend un peu, le salarié dit, hop là, je dois prendre une décision, mais bon, ça me dépense un petit peu, ou j'ai un problème, et donc je fais appel à un chef qui vient et ils essayent de régler le problème. S'ils n'y arrivent pas, évidemment, ils sont obligés de mettre sur le côté ce qu'ils sont en train de faire et d'intervenir, par exemple, par rapport à un groupe Kaizen. Donc voilà. Donc ça, le principe, si vous voulez, est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc c'est pour ça que le fayolisme est quand même important en termes de management. Donc le sens donné par Fayol englobe la responsabilité, donc ça aussi c'est très important, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir un management qui donne des ordres et qui, lorsqu'il y a des problèmes, dit non mais ils sont nuls, ces salariés, etc. Ça va, donc il y a une responsabilité en fait au sens un peu japonais. Les Japonais par exemple... si un subalterne fait une erreur, c'est pas le subalterne qui va... Enfin, si, le subalterne, il va se faire un peu regueuler, évidemment, mais le responsable, d'ailleurs, c'est bien ce qu'on dit, le responsable, il va être aussi impliqué, si vous voulez, dans le fait que, son collaborateur a fait une erreur. Et donc ici, c'est vraiment en termes de responsabilité, c'est-à-dire un peu infantilisé, le salarié, c'est-à-dire que on lui a donné des choses à faire, donc s'il n'y arrive pas, c'est peut-être parce que on a peut-être mal jugé, mal jaugé la chose, donc c'est notre responsabilité et donc on doit corriger le tir. Ça va, donc c'est toujours ce principe de corriger le tir le plus rapidement possible. Donc en plus du sens commun, donc ici, pouvoir de décider. Et aujourd'hui, je trouve que parfois, dans certaines entreprises, on est plutôt axé sur la partie justement de commander, donc décider à la place d'eux, mais sans prendre la responsabilité des choses. Et on le voit d'ailleurs avec la responsabilité civile des salariés maintenant dans les entreprises. Donc ça, c'est aussi nouveau, voilà. Donc c'est un peu différent. Alors, deuxième principe extrêmement important et qui est toujours d'actualité aujourd'hui, c'est que la capacité administrative croît au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie. Donc ça, je pense que tout le monde l'a constaté. Donc si vous commencez votre carrière comme ingénieur de production, vous êtes les mains dans le cambouis, vous réglez des problèmes techniques, etc. Vous faites beaucoup de techniques. Et au fur et à mesure que vous montez, si vous venez directeur d'usine, par exemple, vous allez être beaucoup plus impliqué dans la partie finance, comptable, managériale, etc. Et beaucoup moins dans la partie technique. Ça ne veut pas dire que la partie technique est complètement éludée du métier, mais elle est moins importante. Et donc, ça, Fayol l'avait déjà noté dans les années 20, et c'est toujours d'actualité. Donc ça, c'est aussi une difficulté lorsqu'on veut faire, monter, si vous voulez, dans la hiérarchie des salariés. Donc, quand on fait du coaching, par exemple, on s'aperçoit que des personnes ont des difficultés à lâcher un peu le métier qu'ils faisaient avant.
Donc, si vous avez des personnes qui ont 40 ans, par exemple, et à qui on propose de devenir contremaître ou chef d'atelier ou même responsable de production, si vous voulez, c'est un autre métier. Donc, il y a plus de communication, plus de résolution de problèmes interpersonnels ou financiers, comptables, etc. Et donc, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc, un bon technicien ne fait pas forcément un bon manager. Donc, il faut distinguer les deux. Alors, le fayolisme aujourd'hui. Donc, la stratégie de succès d'une entreprise dépend de la qualité de sa hiérarchie. Donc, ça, c'est un principe de Fayol et qui peut toujours être appliqué aujourd'hui. D'ailleurs, l'efficacité d'une entreprise aujourd'hui dépend de sa hiérarchie. Apple, c'est parce qu'ils ont des cerveaux. Google, pareil, ils choisissent des cerveaux. Ils ne vont pas choisir des gens, des exécutants. Et donc, la qualité humaine, pour Fayol, est quelque chose d'important. Donc, c'est-à-dire des gens qui ont des valeurs. Donc, il faut que les valeurs correspondent à la valeur de l'entreprise. Alors, ces valeurs, pour Fayol, et je pense qu'elles sont toujours applicables aujourd'hui, c'est de la rigueur. Donc, un manager, il doit être rigoureux. Il doit savoir où il va. Il doit être capable de faire des plans, c'est-à-dire des plans d'action. Il doit être capable d'organiser, comme on l'a vu, pour pouvoir coordonner, contrôler, etc. Alors, autodiscipline. Donc là, il y a une part, évidemment, où il fait référence à la hiérarchie, mais il y a une part également où il est tout seul. Et c'est à lui de construire, en fait, ce que je disais tout à l'heure, à savoir un tableau de bord, par exemple, ou des tableaux de bord suivant son activité. Et ça, il n'y a personne qui va forcément lui dire comment faire. Donc ce sera à lui de s'organiser. Responsabilité, bon là je viens d'en parler, je ne vais pas en rajouter là-dessus. Donc c'est cette capacité ou cette prise de conscience, on va dire, en termes de responsabilité. Alors autorité, c'est plutôt dans le sens de compétence, c'est-à-dire je suis compétent et donc je fais autorité en la matière. Et qui se décline sur l'autorité, alors il appelle ça, lui, dans son bouquin, l'autorité naturelle, c'est-à-dire que il y a une espèce d'impact personnel, une aura, enfin je ne sais pas comment il faudrait la décrire, et qui fait que, on n'a pas besoin de sanctionner tous les quarts d'heure, c'est ça que ça veut dire. Alors, il faut être engagé, donc il faut être motivé, on dirait motivé aujourd'hui, simplement. Donc on n'est pas là juste pour gagner de l'argent, c'est aussi pour faire quelque chose, pour avoir du sens dans le boulot, en gros, c'est ça que je veux dire. Et puis la droiture, alors là, c'est un peu la concordance, en fait, entre les valeurs de la personne et les valeurs de l'entreprise. Donc la droiture, ça s'adapte évidemment par rapport à l'entreprise dans laquelle on travaille. Alors là, c'est très très important, exemplarité. Donc il ne s'agit pas de dire faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est exactement le contraire. Donc c'est vraiment montrer, par exemple, lorsqu'on fait du 5S, si on a un bureau qui est en chantier, vous ne pouvez pas exiger évidemment de l'ordre et comment dirais-je, du respect des règles par vos salariés. Donc voilà, c'est un peu ça que ça veut dire. Vous voyez que c'est toujours applicable aujourd'hui, en fait. Alors, compétences dans les différentes fonctions. Alors ici, la fonction technique, évidemment, si vous êtes au début de votre carrière et que vous êtes dans les mains d'un cambouis, évidemment, elle est extrêmement importante. La fonction de sécurité, donc c'est de savoir un peu où sont les limites dans la conservation de la sécurité des biens et des personnes. Ça va ? Alors, ici, la sécurité des personnes, alors c'est un peu trivial évidemment comme réflexion, mais c'est toujours applicable aujourd'hui et je ne sais pas comment vraiment le formuler, disons, de façon à ne choquer personne. Puisqu'en fait, la sécurité des personnes, c'est que, en fait, vous avez investi dans une personne, vous l'avez formée, et cette personne s'est formée toute seule, avec sa propre expérience, et donc elle a monté en compétences. Et donc, si cette personne lui arrive des problèmes, quels qu'ils soient, vous risquez de perdre cet investissement. C'est-à-dire que quand vous avez un turnover, par exemple, extrêmement important, c'est une grosse erreur de management, puisque,
en fait, les nouveaux arrivants vont commettre des erreurs parce que la plupart du temps, ils ne connaissent pas le métier, ou ils ne connaissent pas la façon de travailler de l'entreprise. Donc, après, c'est évidemment une question comment dirais-je, de directive, de stratégie d'entreprise. Il y a des entreprises qui travaillent avec des turnovers extrêmement importants, avec des intérimaires, par exemple, quoique les intérimaires, de plus en plus, notamment dans l'automobile, ils cherchent à sécuriser un petit peu les compétences en développant des certificats de qualification. Alors, certes, ça rassure, mais ça n'enlèvera jamais, en fait, le fait que la personne qui est en poste toute l'année et qui vit au jour le jour dans l'entreprise, capte beaucoup mieux, en fait, les subtilités de l'entreprise. Sans compter le fait de la motivation, etc. Donc voilà, pour la sécurité, c'est un domaine un peu, très étendu par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui en termes de sécurité avec la prévention des risques, enfin, toutes ces conneries qui empêchent un petit peu de travailler. Alors je ne dis pas que c'est inutile, hein, mais simplement je pense qu'aujourd'hui on est un peu dans l'excès, quoi. Alors la comptabilité, il faut quand même avoir des notions. Donc ça, dès le départ, il faut avoir des notions. Tout simplement parce que on suppose que un jeune qui arrive sur un poste de travail va monter dans la hiérarchie petit à petit. Et donc cette compétence de comptabilité, il faut en prendre conscience. Donc il faut vraiment la dominer. Hein, et non pas la rejeter comme beaucoup font. Il dit, ça m'embête, il faut signer les bordereaux de livraison, il faut mettre un tampon, machin, un truc, etc. Et justement, c'est ça qu'il faut faire. Il faut comprendre comment ça fonctionne pour éventuellement assouplir un peu sa façon de travailler, donc trouver des méthodes pour en faire le moins possible, ou le plus rapidement possible, mais en sachant que ça a une importance, en fait, dans le travail qu'on effectue. Alors, la partie commerciale, ça aussi, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience. C'est-à-dire que on ne travaille pas uniquement purement pour de la technique, on travaille pour des clients. Et même si le commercial est désagréable avec vous, c'est quand même l'intermédiaire avec le client, quoi. Et donc, c'est le client quand même qui ramène l'argent dans l'entreprise et qui fait tourner la boîte et qui paye votre salaire. Donc, comprendre comment le commercial fonctionne, c'est aussi extrêmement important. Alors, évidemment que sur la comptabilité et le commercial, on n'a pas la main. On ne peut rien faire. Enfin, on peut rien faire. On ne peut pas faire grand-chose, en tous les cas. Donc, on est plus ou moins obligé de subir. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'accepter tout ce que la comptabilité ou les commerciaux demandent. Ça va ? Donc, il y a un moment donné où il faut quand même fixer des limites. Et la partie financière, alors celle-là, elle est moins accessible, mais il est très important de la comprendre, simplement pour savoir où vous mettez les pieds, dans quelle entreprise vous mettez les pieds. Est-ce que ça vous correspond ? Est-ce que ça ne vous correspond pas ? Est-ce que ça a du sens pour vous ou pas ? Et donc ça, on le voit dans les investisseurs, donc dans la partie financière. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de l'avenir, en fait, du salarié, enfin du manager salarié, si je puis dire. Alors, la capacité administrative croît au fur et à mesure que la hiérarchie s'élève. En fait, ça va reprendre tous ces éléments que je viens de citer avec les petits commentaires que je viens de faire. Et vous devez prendre ça en compte si vous avez l'intention de progresser dans la hiérarchie. Voilà, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo concernant le management suivant Fayol. Et j'espère que ça vous donnera des idées, des réflexions également sur votre avenir si vous êtes débutant. Et si vous êtes confirmé, peut-être de réfléchir à des parties de votre métier sur lesquelles vous n'avez pas appuyé plus que ça. Voilà, merci encore. Et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.